Au cœur d'Istanbul, les voyageurs curieux peuvent trouver l'entrée d'un lieu étonnant. Yerebatan Sarnisi, la citerne basilique. Une véritable cathédrale d'ombre sous la ville, relique d'un temps oublié, datant de l'époque où Istanbul s'appelait Constantinople. Dès l'Antiquité, une cité avait été bâtie à cet endroit. Idéalement placée sur le Bosphore, ses habitants pouvaient contrôler les allées et venues entre la mer Égée et la mer Noire. À l'époque, cette modeste cité grecque s'appelait Byzance, jusqu'à l'arrivée de Constantin Ier. En 324, le maître de l'Empire romain souhaite se doter d'une nouvelle capitale, qui serait à la fois moins encombrée que Rome et un symbole indiscutable de sa gloire personnelle. Byzance devient alors la cité de Constantin, Constantinopolis. Elle voit sa superficie multipliée par 4, se dote de ports pour le commerce et pour la guerre, mais aussi de plusieurs forums, d'aqueducs, d'églises et de basiliques, et aussi un palais impérial. Autant de structures qui vont se dresser dans la cité pendant de nombreux siècles. Puis en 412, l'empereur Théodose fait même ériger une impressionnante nouvelle muraille. Cet immense obstacle, symbole de l'art militaire romain, restera infranchissable pendant plus d'un millénaire. Après la chute de l'Empire d'Occident en 476, Constantinople devient la capitale indiscutée du monde romain. La cité finit même par dépasser le million d'habitants. Car la reine des villes, comme on la surnomme, est le grand carrefour commercial, où se rencontrent les peuples d'Europe, du Moyen-Orient et des steppes d'Asie centrale. Mais l'Empire romain d'Orient, que l'on appelle désormais l'Empire byzantin, ne va pas traverser les siècles sans encombre. Subissant sans cesse des invasions et des guerres civiles, il finit par être submergé par ses ennemis. Ainsi, en 1453, il ne reste que des miettes, étalées entre le sud de la Grèce et Constantinople elle-même. Pourtant, la cité des empereurs reste un symbole fort. Tant qu'elle tient debout, l'Empire ne peut pas s'effondrer. Et ça, il y a un jeune homme qui le sait très bien. Et le gars, c'est pas n'importe qui. Mehmed, deuxième du nom, est le tout nouveau sultan de l'Empire ottoman, un état turc qui s'est constitué à partir du XIVe siècle, à cheval entre l'Anatolie et la Grèce du Nord. Très peuplé et très développé pour l'époque, le sultanat constitue déjà une menace pour les Européens, et tient en respect la grande majorité des petits royaumes musulmans d'Asie mineure. Mehmed II, homme de culture malgré son caractère brutal, va alors s'atteler à une tâche insensée, prendre Constantinople, pour en faire sa capitale, et donner aux Ottomans le rayonnement mondial qu'ils méritent. Mais pour faire de ce rêve une réalité, il sait très bien qu'il va avoir besoin d'accomplir un véritable miracle, faire tomber les murs de Théodose. Les débuts de Mehmed II sont pourtant loin d'être impressionnants. C'est même plutôt une succession d'échecs. Son père, Mourad II, était un sultan respecté, dont le règne a permis aux Ottomans de se redresser après 50 années difficiles. Épuisé par tant d'efforts, Mourad II décide alors d'abdiquer en 1444, afin de consacrer le reste de sa vie à la prière. Logiquement, c'est l'un de ses fils qui le remplace. Puisque l'aîné Alaeddin est décédé, c'est donc son deuxième enfant, Mehmed, qui prend le pouvoir. Sauf qu'il a 12 ans. Il se fâche rapidement avec le grand vizir Jandarli Khalil Pacha, et cette animosité va parasiter toute l'action du gouvernement. Tellement d'ailleurs qu'une révolte populaire va en partie dégénérer et incendier Edirne, la capitale ottomane. Puisque les Turcs sont déstabilisés, leurs voisins profitent logiquement de la situation. Du haut de ses désormais 13 ans, avec des ministres à moitié révoltés et une armée qui ne lui obéit pas vraiment, Mehmed doit soudainement gérer une croisade lancée par les Vénitiens. Ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un début de règne exemplaire. Dans la panique, plus personne n'écoute le jeune Mehmed II, si bien que le grand vizir se voit obligé de rappeler son père, le vieux sultan, pour qu'il reprenne la situation en main. Après la guerre, alors que Mourad veut à nouveau prendre sa retraite, le grand vizir organise une révolte des janissaires. Ces soldats, l'élite de l'armée ottomane, rejettent l'autorité de Mehmed. Mourad n'a alors pas d'alternative et doit rester au pouvoir jusqu'à sa mort en 1451. Du coup, à son second avènement, Mehmed II n'a plus vraiment le choix. S'il veut rester au pouvoir, il va falloir qu'il se calme, qu'il ruse et qu'il s'impose. Et pour cela, il choisit de tenter le plus audacieux des coups de poker, conquérir Constantinople. En cette année 1451, les restes de l'Empire byzantin sont une épine dans le pied des Ottomans. Alors certes, ces Grecs n'ont plus vraiment d'armée ni de flotte,
et leur fortune est limitée. Mais Constantinople, au vu de sa position sur le détroit de Bosphore, empêche les Ottomans de passer de l'Asie vers l'Europe comme ils le souhaitent. Et ça leur pose pas mal de problèmes. Pour convaincre ses ministres et son armée de le suivre dans son projet de conquête, Mehmed avance donc l'argument imparable de la sécurité de l'Empire. Il faut à tout prix que les Turcs contrôlent le Bosphore. Afin de ménager encore davantage ses soutiens, le jeune sultan de 19 ans conserve la plupart des conseillers de Mourad et offre de généreux présents aux janissaires pour fêter son avènement et surtout pour gagner leur fidélité. Évidemment, Mehmed ne peut pas se permettre un échec, car ça signifierait la fin pure et simple de son règne, et aussi probablement de sa vie. Alors pour que cette campagne contre les Byzantins soit un succès, il ne néglige rien. Il renouvelle la paix avec ses voisins pour qu'ils n'interfèrent pas. Il réunit les armées de son père, très entraînées et bien équipées. Il fait bâtir une forteresse, Roumélie-Isari, pour contrôler le terrain. Il y fait développer une flotte afin que Constantinople ne puisse plus être ravitaillée. Il occupe les Grecs du Sud avec une petite armée afin d'avoir les mains libres. Et enfin, il fait développer une artillerie moderne, celle que l'on va appeler le canon des Dardanelles. Le siège de Constantinople débute donc le 2 avril 1453. Après pas moins de 2 ans de préparatifs, Mehmed a alors 21 ans. Mais malgré les nombreux assauts des Ottomans et le feu nourri de l'artillerie, les assiégés tiennent bon. Soutenus par quelques Génois et Catalans, les Byzantins réinstallent à chaque fois leur défense, malgré les pertes. Nuit après nuit, les défenseurs redressent avec courage les pans écroulés de la muraille de Théodose. Et il y a pire. Au grand désespoir de Mehmed, sa flotte toute neuve n'est pas très efficace. À plusieurs reprises, des navires italiens ou grecs parviennent à passer le blocus et à ravitailler les Byzantins. Les Turcs, eux, sont incapables de s'approcher de la cité, dont le port est protégé par une chaîne qui en bloque l'entrée. Furieux, le jeune sultan déploie alors une main-d'œuvre immense et des techniciens chevronnés pour réaliser une véritable prouesse. En quelques jours, il fait basculer une partie de ses navires par-dessus le quartier de Galata, afin que ses flottes bloquent à la fois le Bosphore et la Corne d'Or. De fait, les ports de Constantinople se retrouvent pris entre deux feux, et un pont de bateau permet désormais à Mehmed de déplacer ses troupes plus facilement autour de la cité. Cet exploit effraie les Byzantins, qui essaient alors d'incendier les navires ottomans, sans succès. Autour de Mehmed II, les ministres se déchirent pour savoir s'il faut ou non lever ce siège qui n'avance pas. Jandarli Khalil Pacha notamment craint que les Hongrois, les Vénitiens, le pape et les Albanais ne profitent de la situation pour envahir la partie européenne de l'Empire. Sous pression, le sultan doit s'incliner. Un dernier assaut est planifié le 28 mai 1453. S'il échoue, les Ottomans devront plier bagages. Le sultan s'investit alors plus que jamais. Il planifie les mouvements du moindre bataillon, hurle ses ordres à tout va et menace ses officiers, et engage en réalité l'intégralité de ses troupes dans cette attaque décisive. Brusquement, c'est un nouveau déluge de feu qui s'abat sur eux, venu à la fois du sol par les attaques d'infanterie, de la mer par les canonnades de la marine et du ciel par les bombardements d'artillerie. Le combat est rude et s'éternise, mais une troupe ottomane finit par pénétrer dans la cité. Sur les murailles, après la mort de leur chef, les Génois se replient en désordre, tandis que le dernier empereur byzantin, Constantin XI, est annoncé mort au combat. Dans un désordre apocalyptique, la défense grecque s'effondre. Les Turcs s'engagent alors dans Constantinople, comme un raz-de-marée, et on dénombre de nombreux pillages et tueries. C'est dans ce chaos généralisé que de nombreux navires occidentaux parviennent néanmoins à fuir la ville. Nous sommes le 29 mai 1453 et l'Empire romain d'Orient n'existe plus. Avec la prise de Constantinople, Mehmed acquiert une autorité indiscutée. Il est celui qui a réussi là où d'anciens chefs prestigieux de l'islam ont échoué. Il devient à la fois l'héritier de Mahomet en tant que musulman fidèle, mais aussi des empereurs romains dont il a saisi la capitale. Cependant, il faut être honnête, la ville est en ruine. Depuis le XIIIe siècle, elle s'est appauvrie et s'est dégradée. La plupart de ses richesses ont été pillées et certaines de ses infrastructures se sont effondrées. Et la population, elle compte à peine 40 000 habitants. Mehmed règne donc sur une grande muraille pourfendue entourant une cité vide, dans laquelle certains quartiers en ruine ont même été reconvertis en espaces agricoles. Il n'y a même plus de palais impérial digne de ce nom, et Sainte-Sophie, le symbole éternel de la ville, est dans un état de délabrement avancé.
Le sultan choisit donc d'agir rapidement et fait cesser les pillages au bout de 2 jours et non 3 comme le veut la tradition islamique. Il libère sa part d'esclaves, soit un tiers de la population, qui peut retourner librement chez elle. Pour Khalil Pacha, lui, on va plus beaucoup le revoir. Mais petite parenthèse avant de passer à la suite. Pour les Ottomans, Constantinople conserve son nom turc. Si on la nomme Istanbul dans le langage courant, elle ne s'appelle officiellement comme ça que dans les années 1920, à la proclamation de la République de Turquie. Mais ça, on n'y est pas encore, parce que pour le moment, Mehmed a encore beaucoup de choses à faire, et notamment faire la guerre, parce que la guerre, il aime bien ça. Après la prise de Constantinople, Mehmed II est surnommé Fatih, c'est-à-dire le conquérant, et ce surnom, il ne l'a pas usurpé. L'essentiel de son règne va se résumer à des guerres, tout le temps, sur tous les fronts, et contre à peu près tout le monde. Juste avant de marcher sur les Byzantins, il avait mené une mini-campagne en Anatolie centrale. Son père lui avait déjà mâché un peu le travail, mais Mehmed avait malgré tout remporté la guerre et annexé le petit sultanat turc de Karamanide, ce qui avait rassuré son armée avant qu'il ne la lance contre les Byzantins. En 1453, il décide donc logiquement de sécuriser sa nouvelle capitale. À travers la mer Noire et la mer Égée, sa flotte et ses troupes envahissent les possessions génoises, qui constituent autant d'avant-postes dangereux aux portes de Constantinople. En dédommagement, Mehmed accorde aux Italiens des privilèges commerciaux. Mais le message est clair. Désormais, ce sont les Ottomans qui contrôlent la région. Dans la foulée, le conquérant s'occupe du sud de la Grèce, qui était devenu le refuge des derniers Byzantins. Cependant, il faudra revenir plusieurs fois car les Grecs vont se révolter à répétition. Plus au nord, c'est la Hongrie qui va s'avérer un adversaire récurrent des Ottomans. Hongrois et Turcs vont en effet s'affronter en boucle dans les Balkans, d'abord pour influencer la Serbie, puis la Bosnie, et même la Valachie de ce cher Vlad l'Empaleur. Mais malgré la ténacité hongroise, les Ottomans vont parvenir à avancer leurs pions le long du Danube et du côté de l'Adriatique. Et cela va particulièrement inquiéter Venise. D'abord neutre vis-à-vis de Mehmed II, la République va constater que son influence en Méditerranée risque d'être grignotée par les Ottomans. Elle va donc s'engager dans de nombreuses et coûteuses guerres contre les Turcs. À travers la mer Égée, des dizaines d'îles vont être perdues puis reconquises, tandis que des blocus navals vont se succéder avec plus ou moins de succès. Mais vers 1480, le bilan est clair. Venise a perdu du terrain et doit désormais composer avec les Ottomans. Mais Mehmed II, lui aussi fatigué, laisse aux Italiens quelques ports secondaires, mais récupère l'essentiel de leurs possessions en Grèce et en Anatolie. En parlant d'Anatolie, Mehmed II va également y faire quelques voyages. Rapidement, il va conquérir Trébizonde, une relique de l'Empire byzantin, dont il estime qu'elle lui revient de droit. Mais son regard se porte aussi sur plusieurs émirats turcs de la région, qu'il soumet sans souci. Mais toutes ces campagnes militaires ne sont pas toutes des parties de plaisir, et Mehmed va connaître quelques contrariétés. Et Mehmed, c'est un mec qui aime pas trop être contrarié. D'un côté, il y a l'Albanie. Ce petit état, allié du pape, des Vénitiens et des Hongrois, sera de toutes les coalitions anti-ottomanes. Malgré plusieurs invasions, le conquérant ne parviendra qu'à avancer difficilement, et ses troupes souffriront longtemps de la guérilla albanaise menée par le général Skanderbeg. De l'autre côté, en mer Égée, il y a l'île de Rhodes. Sur place, les hospitaliers. Ils ont refusé de payer tribut à l'Empire et ont lancé des raids réguliers contre les cités portuaires des Turcs, déclenchant à chaque fois la fureur du sultan. Malgré un assaut massif lancé par les Ottomans en 1480, les chevaliers de Saint-Jean demeurent une nuisance durable pour les Ottomans. On pense d'ailleurs que Mehmed, qui partait encore en campagne au moment de sa mort, envisageait de relancer son armée contre Rhodes, pour éliminer une bonne fois pour toutes ses chevaliers d'un autre temps. Mais comme il gardait ses plans secrets jusqu'au dernier moment, on ne pourra jamais en être sûr. Durant son règne, Mehmed II va ménager les élites byzantines pour les intégrer à l'administration ottomane. Il entend récupérer les individus talentueux dont disposaient encore les Byzantins, mais aussi apparaître comme un sultan universel. Il ne veut pas être uniquement le maître des musulmans et des Turcs, mais de tous les peuples de son territoire, peu importe leur religion. Pour faire de cette ambition une réalité, il faut que Mehmed réussisse à fédérer les Grecs de foi orthodoxe qui peuplent son empire. Le sultan requiert donc l'aide du moine Gennadios. Cet homme n'est pas choisi pour rien. Il a la réputation d'être très influent parmi les Byzantins et très opposé aux catholiques,
qui ont essayé durant plusieurs décennies de soumettre les orthodoxes au pouvoir du pape de Rome. Gennadios accepte donc de devenir le nouveau patriarche de Constantinople. Conformément à la tradition musulmane, Mehmed II lui confie alors la responsabilité des fidèles orthodoxes de son empire. Le nouveau patriarche doit alors protéger les droits de ces personnes, mais aussi veiller à ce qu'ils accomplissent leurs devoirs envers leur sultan. Cependant, cette sympathie pour les chrétiens suscite de la jalousie de la part des musulmans, soit parce qu'ils ont été empêchés de piller des maisons chrétiennes, soit parce qu'ils les voient occuper des postes importants au sein de l'empire. Par-dessus le marché, une rumeur commence à se répandre en Europe. Entouré de savants et de philosophes chrétiens, on dit que Mehmed II aurait peut-être renié l'islam pour se convertir au culte du Christ. Sauf qu'en réalité, Mehmed ne s'est jamais converti à quoi que ce soit. S'il dialoguait avec des chrétiens et des juifs, c'était juste pour les fidéliser et les intégrer à son empire, pour le renforcer. Et les prêtres et les rabbins eux-mêmes, lorsqu'ils dialoguent avec le sultan, c'est pour s'assurer que leur peuple ne soit jamais persécuté. Cette politique religieuse de Mehmed lui a donc permis de gagner la fidélité de minorités non musulmanes, tout en les soumettant fortement à son pouvoir. Maintenant, on va voir que, en dehors de la guerre et de la religion, Mehmed s'intéresse aussi à plein d'autres choses, notamment l'art. Si la reconstruction de Constantinople représente en soi une œuvre d'art à ciel ouvert, l'intérêt de Mehmed II pour la culture ne s'arrête pas là. Contre les conservateurs musulmans qui s'opposent à la représentation des individus en peinture, le sultan va se faire représenter par des peintres vénitiens, et même développer une collection de tableaux dignes des grands palais italiens de la Renaissance. Toujours dans son idée d'un empire universel, il va s'approprier l'héritage byzantin, le tout en l'associant à la culture turque et à la religion musulmane. Outre les peintures, le sultan dispose ainsi d'une grande bibliothèque. Il y amasse des ouvrages de philosophes et de poètes arabes ou persans, mais aussi d'ouvrages anciens en latin et en grec. Sa bibliothèque déborde également d'atlas détaillés et de manuels scientifiques, écrits soit par des savants musulmans du monde entier, ou bien par des Européens aux idées novatrices. Mehmed II cultive ainsi son goût pour les nouvelles technologies, surtout militaires, dont il sait qu'elles sont indispensables pour conserver la supériorité sur ses ennemis. Enfin, Mehmed a aussi fait œuvre de législateur, en gros tout ce qui concerne la justice. Globalement, il n'a rien inventé de particulier en la matière, mais a plutôt compilé et clarifié des lois préexistantes. En particulier, il a regroupé un ensemble de lois qui s'appliquaient spécifiquement aux communautés non musulmanes, et dont la plupart étaient héritées de leurs anciens pays. Cela lui permet de passer pour l'héritier de leurs anciens rois, de gagner leur confiance, mais aussi, lorsqu'il allège certaines punitions ou certaines amendes, de passer pour un maître généreux et bienveillant. A l'inverse, il n'hésite pas à brusquer les musulmans, surtout les oulémas, ces théologiens qui critiquent son pouvoir autoritaire. En représailles, mais aussi parce que la guerre coûte cher, il fait saisir à plusieurs reprises les possessions des fondations religieuses, normalement indépendantes et exemptées d'impôts, ce qui dresse contre lui les croyants les plus zélés, mais aussi les spécialistes du droit islamique. Mais Mehmed sait jouer habilement des traditions et de son statut de conquérant pour étouffer ces disputes juridiques avant qu'elles ne dégénèrent. Ainsi va naître son code législatif, le Qanûnameh, une synthèse des droits et devoirs de ses sujets, listant entre autres les particularismes locaux, les régimes fiscaux, les sanctions pénales, mais aussi les conditions dans lesquelles l'héritier du trône ottoman peut faire exécuter ses frères pour conserver le pouvoir. Mehmed a d'ailleurs fait tuer son plus jeune frère au nom de cette tradition ottomane. Les traditions, c'est important. Mais comme vous le savez, toutes les choses ont une fin. Le règne de Mehmed II est une véritable bascule pour l'Empire ottoman, mais aussi pour l'histoire de l'Europe et celle du Moyen-Orient. Ça n'est pas pour rien que certains historiens hésitent sur la date de fin du Moyen-Âge, entre 1492 et les grandes découvertes, et 1453 et la chute de Constantinople. Après un début de règne difficile, Mehmed II s'impose rapidement comme un dirigeant compétent. Tyrannique et brutal, il n'en est pas moins attentif aux questions d'administration, et même aux arts et à la science. Outre sa prise de Constantinople, il a sérieusement renforcé son empire sur le plan militaire, contenant la puissante Hongrie, fragilisant la sérénissime Venise et englobant l'essentiel des émirats turcs d'Anatolie. À sa mort en 1481, il laisse à ses héritiers une armée extrêmement moderne. Son usage de l'artillerie, notamment, en fait un outil inégalé pour l'époque. D'un côté, le conquérant a renforcé son autorité vis-à-vis des ministres et des grandes familles de l'Empire. Mais cette centralisation du pouvoir s'est faite dans la violence, légitimée par la gloire militaire et les pots de vin payés aux janissaires. Et dans le futur, nombreux seront ses héritiers à devenir presque les otages de ces soldats d'élite.
Constantinople, elle, a été largement repeuplée et réhabilitée au cours du règne, tandis que de nombreux chefs de communauté y ont été installés pour servir le sultan. Mais cette volonté universaliste de Mehmed d'intégrer à égalité ses sujets de toute religion a profondément heurté les populations musulmanes. À sa mort, la société ottomane n'est donc pas spécialement harmonieuse. En 1481, Mehmed II laisse donc derrière lui un empire vaste et puissant, mais une armée fatiguée, un peuple divisé et une économie pas si stable que ça, puisqu'il a à de nombreuses reprises dévalué la monnaie. Mais malgré la rapide guerre civile qui va suivre entre ses deux fils, l'Empire ottoman est bien à l'aube de son âge d'or. Grâce aux outils qu'il a laissés, son petit-fils Sélim Ier pourra conquérir l'Égypte et s'emparer du titre de calife, tandis que Soliman le Magnifique poussera les janissaires jusqu'aux portes de Vienne, faisant trembler le Saint-Empire et l'Europe tout entière. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle a été préparée par Guilhem de la chaîne d'Histoire en Histoire, je vous mets le lien de sa chaîne en description. Pensez à mettre un like, un commentaire, à vous abonner, à me suivre sur Twitter ou encore Instagram, à me soutenir sur Utip, et à la prochaine.